Bonjour Cécile. Bonjour Hélène. Alors, je suis très contente de te recevoir sur Où est le beau. Toi, tu es architecte d'intérieur, tu es associée dans l'agence Laurent Mauguste. Tu es anthropologue en fait de formation. Tu étais en thèse au CNRS. Et ce que j'aime chez toi dans ta pratique, c'est que tu viens créer des connexions, des ponts pour faire avancer les choses, pour chercher aussi un peu des leviers, des espèces de manières de pouvoir faire un peu autrement, sortir des sentiers battus pour une conception plus responsable de l'hôtellerie. Donc vous, c'est vraiment votre secteur. Ce que j'aime beaucoup et ce qui m'intéresse dans ta démarche, c'est que tu conçois là ces prises de conscience que tu es en train de faire un peu comme un voyage et pas tant comme une destination. Donc c'est aussi la beauté de cette complexité qu'on est en train de découvrir chaque jour un peu plus avec tous les enjeux qui nous traversent, qui fait que, ok, toi tu te dis, on va prendre ce truc-là pour un truc sympa et on va en faire un voyage un peu cool. Parce que peut-être que là où on va aller, les paysages vont être plus beaux, on va découvrir des nouveaux trucs. Et c'est peut-être pas si caricatural, sombre que ce que certains peuvent peut-être nous laisser entrevoir. Alors, on sait aujourd'hui, on vit dans un monde de choses. On vit dans un monde d'objets, de lieux. Et j'aime bien rappeler là ce chiffre. Je l'ai souvent dit, mais je le remets ici parce que vraiment, je trouve qu'il fait sens, surtout dans ce sujet de l'hôtellerie où on parle à la fois du bâti, mais aussi de l'intérieur, etc. C'est notre facture matériaux. Donc ça, c'est un monsieur qui s'appelle Emmanuel H. qui nous dit ça. Donc lui, il est professeur et chercheur. Il est aussi docteur en sciences économiques et il fait en fait de la prospective des ressources naturelles. Et il nous dit que pour que notre monde fonctionne aujourd'hui comme il fonctionne et qu'on vive exactement là où on vit aujourd'hui, tel quel, donc si on faisait une photo aujourd'hui de ce monde, lissé sur tous les habitants de la planète, par jour, on consomme 34 kilos de matière, tous les jours et par personne. Donc c'est en fait colossal et c'est insoutenable. Et ça fait référence du coup au jour du dépassement. En gros, il nous faudrait plus de 2 planètes pour pouvoir continuer à vivre comme ça. Et là, quand on regarde là, les chiffres pour les années qui suivent, en fait, ce nombre de kilos, il explose. Donc, ce problème ne va pas aller en diminuant, il va plutôt aller en s'augmentant. Mais parce qu'on est de plus en plus nombreux, etc. Et donc, du coup, on se pose cette question, où est-ce qu'on va bien pouvoir atterrir avec ces sujets? Et aujourd'hui, ça m'intéresse d'aborder cette question dans le secteur de l'hôtellerie qu'on n'a jamais vraiment embrassé dans le podcast. Alors que pour moi, en fait, je me suis rendu compte que, j'ai la sensation que c'est un secteur qui est hyper prescripteur du beau. Dans le sens où l'hôtel, c'est un peu ce qu'on fantasme d'avoir chez soi. Souvent, les expériences qu'on fait à l'hôtel, on rêve ensuite de pouvoir un jour se les approprier, les vivre un peu plus souvent. Donc, on ramène des choses de nos expériences dans des hôtels. Et donc, du coup, voilà, si l'hôtel est un endroit qui est pas du tout le bon exemple, c'est un peu bête qu'on prenne exemple et qu'on ait envie de désirer quelque chose qui est justement le truc à pas faire aujourd'hui parce que c'est insoutenable. Donc on se dit, oh là, on est un peu dans un truc schizophrène et en même temps c'est une opportunité, en tout cas moi je pense. Donc vous avez avec ton agence présenté, en fait c'est comme ça que je vous ai rencontré, un projet spontané donc qui était en dehors d'un projet d'hôtel de vos clients qui viennent vous voir, mais donc c'était vraiment vous qui avez fait à l'occasion d'Équipe Hôtel en 2022, c'est ça ? Ouais, 2022. Un projet qui s'appelait La Chambre, qui était un travail manifeste exceptionnel, vraiment. Une tribune, on va en reparler. Et moi, ce que j'ai trouvé vachement bien, c'était la prise de risque que vous avez fait, l'authenticité, la transparence. L'idée, c'était une chambre la plus écologique, jusqu'où on peut aller aujourd'hui. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui à intenter en 2022, en septembre. Donc ça, c'était chouette pour à la fois se rendre compte des solutions et des freins aussi. Donc on va en parler. Et du coup, peut-être que pour commencer un peu cette conversation, Cécile, tu peux nous dire, parce que ce profil aussi cette formation que tu as eue, tu n'as pas fait peut-être la voie traditionnelle des archis d'intérieur. Pas du tout. Voilà, pas du tout. Et c'est ça qui est vachement intéressant parce que on sent que c'est aussi cette première formation qui t'anime aujourd'hui, qui te sert beaucoup dans ce moment un peu de turbulence que vit ce secteur. Donc d'où tu nous parles un petit peu pour qu'on puisse comprendre aujourd'hui où est-ce que tu es et quel est le regard que tu portes par rapport à un petit peu le constat. Alors, je vais reprendre déjà ce que tu as dit, parce qu'il y a plusieurs éléments qui font écho. Généralement, quand les gens te demandent ce que tu fais dans la vie, quand tu dis que tu es architecte d'intérieur, alors moi je suis architecte de fait, parce que j'ai pas une formation d'architecte d'intérieur, mais bon, j'estime que 20 ans dans une agence à concevoir des projets, ça te donne ton diplôme, on va dire ça comme ça. À la base, moi j'ai fait de l'anthropologie, de l'art et du geste, donc je m'intéresse au faire.
Et je dirais que c'est plutôt une force et c'est un certain regard que je pose dans tout ce que je fais. Et finalement, donc on te dit, ah, tu fais architecte intérieur, c'est génial. Et tu fais quoi? Tu fais des hôtels. Et là, tout le monde te dit, ah, mais c'est fantastique. Et là, tu te dis, bah oui, c'est bien. Et quand tu as tendance à voir le verre à moitié vide, tu te dis, oui, mais il y a plein de contraintes, il y a plein de projets, je fais pas exactement comme j'ai envie de faire, etc. Et quand tu vois le verre à moitié plein, tu te dis, oui, effectivement, c'est une chance. Comment je peux le transformer? Voilà, donc déjà par rapport à la séduction que peut avoir et tout l'imaginaire qu'il y a autour de l'hôtellerie, il y a ça, parce qu'il y a plein de fantasmes dans l'idée de l'hôtel. Au-delà de l'expérience même que tu fais, il y a une vraie expérience, enfin un vrai fantasme par rapport aux représentations. On a tous un film avec un hôtel mythique, le Lido dans Mort à Venise. Il y a plein d'endroits comme ça qui sont des espaces de projection, je pense. Donc voilà. Et puis la réalité, c'est que finalement, si on est tout à fait concret, avant de réussir à avoir une vraie liberté pour concevoir dans un projet hôtelier, soit il faut avoir la chance de trouver un porteur de projet qui croit vraiment pas en votre talent, mais en tout cas qui s'en remet complètement à vous, qui vous laisse faire votre travail. Mais on est quand même, on parle vraiment d'une industrie en fait. Donc je pense que les gens n'ont pas forcément, quand t'es pas dans le secteur, n'ont pas de vision de ce que ça représente. C'est déjà en 20 ans, on a vu le paysage vraiment changer. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé à travailler dans ce secteur, il y avait 80% de porteurs de projets, c'est-à-dire des hôteliers indépendants qui étaient partie prenante vraiment dans les rénovations d'hôtels qu'ils faisaient, parce qu'on fait plus de rénovation que de construction, et pour 20% d'investisseurs. Et puis la balance s'est complètement inversée au fil des ans, et maintenant on est plutôt on est complètement dans le cas contraire. On a 80% d'investissement. Qui dit investissement dit vraiment des grosses contraintes économiques qui ont une vraie influence sur le visage que vont avoir les projets par la suite. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, concrètement, ils mettent de l'argent dans ce projet, donc ils rachètent, on va dire, les murs, et ils se disent, on va le revendre dans pas longtemps. Enfin, c'est quoi le modèle économique? Alors, soit on refait un hôtel qui est déjà avec la classification des étoiles que vous connaissez, enfin voilà. Ou alors, on upgrade, c'est-à-dire on passe d'un 3 étoiles, on va rentrer dans un standard 4 ou un 4 en standard 5, donc il faut rentrer dans ce cahier des charges-là. Et bien entendu, c'est un investissement qui est lourd. Refaire un hôtel, c'est énorme. Il y a beaucoup de contraintes. Alors, il y a des contraintes. Nous, on fait de l'architecture intérieure, donc on mélange pas avec. On mélange pas. Je parle pas en tant qu'architecte. Je parle vraiment pour l'intérieur, pas pour le clos couvert. Mais on a des normes, des standards, et puis il y a aussi des standards de marque. C'est-à-dire que quand vous travaillez, donc ça fait partie, c'est complètement dans l'esprit du temps. Hein. Quand vous travaillez pour une marque avec des codes particuliers qu'il faut retrouver dans tous les établissements, on veut pas de standardisation, parce qu'on voulait sortir de la standardisation des années 80-90, mais finalement, c'est toujours très proche. Ce qu'on voit aussi dans la presse est très prescriptif. Parce qu'au final, ce qu'on voit dans un magazine, c'est toujours les parties les plus valorisées d'un hôtel. Je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui écrivent sur des hôtels avec seulement le brief, le communiqué de presse, qui vont pas forcément visiter. Donc voilà, après il y a des choses qui sont très bien réalisées ou très bien photographiées, mais c'est en fait derrière, c'est toute une usine. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça mêle énormément de corps de métier, mais d'une manière assez linéaire en fait. C'est-à-dire vous avez la maîtrise d'ouvrage, l'architecte qui va gérer ça, ensuite vous avez fait appel à un architecte d'intérieur, et puis ensuite vous avez la personne qui va s'occuper des achats, en tout cas de passer les marchés, les appels d'offres, et en fait c'est que des étapes un peu à la queue leu-leu, et qui font que finalement c'est toujours des projets qui sont assez tentaculaires. Et c'est combien de temps à peu près en tout? Je dirais entre 2 ans quand c'est vraiment très short, on a à peu près 1 an d'études et puis au moins 1 an de travaux quand tout se passe très bien et que tout est carré. Après, il y a des projets qu'on fait en plusieurs phases, c'est-à-dire que l'hôtelier décide de ne pas fermer complètement un établissement pour pouvoir l'exploiter, et puis finalement on a des projets qui durent jusqu'à 4 ans. Puis parfois il y a des surprises dans les chantiers, donc voilà. Mais tout ça pour dire que en fait c'est
intéressant quand on le prend comme ça, comme un secteur assez séduisant. Mais moi, ce que je trouve très bien dans l'hôtellerie, c'est toute l'histoire qu'il y a derrière. Parce qu'on parle d'hospitality. Donc, si on revient au sens un peu philosophique du terme, moi, j'aime bien me poser la question de qu'est-ce que ça représente. Ouais. Et en fait, dans l'histoire de l'hôtellerie, il y a des grands marqueurs. On n'invente plus grand-chose. Mais après, voilà, c'est très prescripteur aussi. Moi, j'ai tendance à penser que finalement, quand on crée un hôtel, on crée les conditions pour que quelque chose ensuite puisse se passer. Alors, je vais pas parler de magie, c'est pas ça, mais qu'en tous les cas, il se passe. On peut pas créer une atmosphère. Ça, alors franchement, de zéro, ouais. Non, mais pour moi, c'est pas possible. En fait, qu'est-ce qui fait un hôtel ? C'est les hommes. Alors, bien sûr, vous pouvez faire un super concept, avoir un lieu extraordinaire. Ça s'arrête pas là. Il y a tous les gens, tous les opérationnels. C'est pas beau comme mot, mais enfin, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais en tout cas, tous les gens qui vivent au quotidien dans l'hôtel et qui le font vivre. Et puis tous ceux qui vivent l'hôtel en tant que clients. Et je pense que c'est une équation qu'il faut toujours reposer. Et c'est vrai que quand on parle d'un concept hôtelier qu'on voit dans un magazine, tel hôtel, machin, moi, je me pose toujours la question, enfin, j'ai envie de le voir vivre. Alors, ok, c'est bien réalisé, il y a des trucs qui sont sympas. Mais au final, ça reste qu'une image. Et comme on veut la vendre, quoi. Donc derrière, il y a des gens qui travaillent dedans, il y a les gens qui vont venir dans l'hôtel et qui vont s'y sentir bien. Donc nous, on crée ces conditions-là. Et ça passe par plein de biais, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que le travail qu'on fait, nous, au quotidien, en conception, c'est d'essayer alors, vraiment, le nerf de la guerre, c'est quand même la dimension économique. Oui, mais on essaie de faire des choses qui soient belles au sens cohérente. Donc, au fil des années, se créent des affinités avec des fabricants, plus ça va, des manufactures, des gens qui vont travailler dans la même, dans la même éthique, qui vont dans le même sens que ce que nous, on essaie de faire. Et donc ça, c'est assez génial. Parce qu'en fait, ce qu'on comprend, et ce que moi j'ai compris aussi en étudiant un petit peu ce secteur, c'est que ce qu'on voit à la fin, le livrable quelque part, c'est pas juste parce que c'est tel ou tel archi qui a fait ça. C'est-à-dire que vous prenez, j'imagine, des bâches sur beaucoup de choses que vous proposez, parce qu'en fait il y a tellement de normes et c'est ça aussi qui est un peu particulier, c'est qu'on n'est pas du tout comme sûr du particulier, tu vois, ou alors des choses qui... Alors ce qui est paradoxal, c'est que, alors comparé au clock ouvert ou tout ce qui est architecture, l'enveloppe, on va dire, de l'hôtel, le bâtiment, là il y a des normes HQE qui maintenant sont c'est normal en fait. Ouais. C'est très bien d'ailleurs, hein. C'est passé comme une habitude là depuis la crise énergétique qui certes est compliquée pour tout le monde, mais en tous les cas moi je pense que ça va, comme on dit, c'est un mal pour un bien, parce que avant l'énergie coûtait rien en France, donc on se souciait peu de savoir si on la gaspillait. Maintenant, elle coûte beaucoup plus cher. Donc, la question de la gestion énergétique, c'est quelque chose qui maintenant prend en considération. Donc, la gestion de l'eau, exactement. Pareil. Enfin, voilà, ça réveille. Donc, tout ça, finalement, ça contraint les gens à se poser des bonnes questions. Mais j'aime à croire que finalement, très bien, les choses convergent. Et puis, au final, c'était l'occasion pour que les choses se transforment. Mais ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, le clos ouvert, c'est les normes. Et puis l'intérieur, donc ce que nous on fait, donc l'aménagement de l'intérieur de l'enveloppe. Ouais. Alors il y a des normes, mais qui sont des normes plutôt de sécurité, c'est-à-dire des normes non-feu, qu'on appelle des normes contract. Donc ça, c'est... Ça veut dire quoi ? Enfin, très concrètement, c'est quoi ? Ça veut dire que c'est des traitements qui sont apposés, alors en fait, dans les EPR, donc établissements qui reçoivent du public, il y a des normes qui font que pour limiter les risques d'incendie, etc., il y a des choses qui sont... D'abord, tu peux pas ouvrir un hôtel sans avoir la commission de sécurité, donc voilà, pour savoir si tout est standard et conforme à la législation. Donc ça, c'est des normes qui sont très prescriptives. Donc c'est-à-dire que sur les tissus, par exemple, il y a des traitements, donc des traitements chimiques qui les protègent, comme on a les combinaisons pour les pompiers. Ce qu'on met au fond des poêles en téflon, enfin ce genre de truc. Et pareil, on traite chimiquement les tissus pour qu'ils s'enflamment beaucoup moins vite. Donc voilà. Mais ça... Et ça... Tu sais que c'est un peu mon cheval de... En fait, l'idée, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment un moyen de réfléchir. Ouais. C'est-à-dire qu'on a cette contrainte. Il faut toujours essayer de comprendre pourquoi ça a été fait. Donc, à la base, c'était comme un progrès. C'est-à-dire, il faut sécuriser ces établissements parce que c'est plus seulement des lieux de passage. C'est aussi des lieux... Maintenant, les hôtels sont ouverts sur la ville. Donc, il y a aussi... Enfin, voilà, il y a beaucoup de passages. On peut privatiser, faire des événements. Enfin, voilà. Donc, il fallait... c'est pour des raisons de sécurité.
sécurité, donc d'assurance. Il fallait réduire. Donc au début, c'était, d'ailleurs, c'est toujours pour ce qu'on appelle le lobby, la réception de l'hôtel, et puis un peu dans les chambres aussi, mais de manière moins drastique. Et finalement, alors souvent, on prescrit des choses qui ont l'air un peu magiques, quoi. C'est-à-dire, vous avez un tissu, alors ok, il brûle pas, mais en plus, il est anti-tache, c'est-à-dire que vous renversez votre café et un petit coup d'éponge et plus rien n'y paraît. Alors, bien sûr, comme ça, on se dit, mais c'est complètement génial ce truc. C'est vrai. C'est beaucoup plus pratique pour les gens qui travaillent dans l'hôtel. C'est-à-dire que c'est alors aussi bien pour ceux qui l'entretiennent et aussi bien pour ceux qui l'exploitent aussi, en se disant, c'est bien, c'est solide, je vais pas être obligé de le changer tous les 2 ans. Voilà. Le seul problème, c'est que on nous apporte la solution à ce problème sans nous donner la contrepartie. Et alors pour ceux qui suivent l'actualité, donc j'imagine que le public de ton podcast est un peu au courant. On a vu il y a pas très longtemps l'information qui est sortie sur. Alors si je me souviens bien, tu as 1/3 de l'eau courante en France, qui est censée être de l'eau potable, qui a un seuil de toxicité 3 ou 5 fois supérieur à la norme et qui est dû au PFAS. Donc les PFAS, une molécule qui a été créée par l'homme. À la base, c'était vraiment pour les combinaisons des pompiers, hein, mais qui n'a pas la bactérie capable de la détruire. Voilà. Et ce qui fait que on retrouve des PFAS jusqu'en Himalaya. Voilà, c'est éternel. T'en trouves jusque dans l'Himalaya. Alors, il y a 2 façons de raisonner. Il y a ceux qui pensent que ce serait pas mal d'arrêter les PFAS ou de les garder juste pour les pompiers parce que c'est pas mal, et d'arrêter d'en mettre au fond des poêles et puis systématiquement dans tous les tissus hôteliers pour des raisons et hôteliers et autres, hein, parce qu'aux États-Unis c'était complètement démocratisé, c'était même une condition pour les assurances, ça allait passer dans le domestique, c'est-à-dire que chez vous, si vous vouliez être assuré, il fallait qu'une partie en gros de vos tissus soit traitée comme ça, et en fait il y a eu des études qui montrent clairement que c'est un perturbateur endocrinien. Et donc, les PFAS, il y a 2 options. Soit on arrête de les utiliser et on trouve des solutions alternatives qu'on connaît déjà, puisqu'on a toujours fait avec. Hein. J'allais dire, ça fait 20 ans que ça existe. Donc, jusque-là, on y arrivait très bien. Soit, pour les plus cyniques, peut-être que l'homme va réussir à créer la bactérie qui va les dévorer. Mais bon, voilà. C'est ça. Il y a un peu des écoles. Bon. Et en fait, l'important dans ces produits-là, c'est que c'est ce qui dégage. Et en fait, c'est ce qui va... Par rapport à la qualité de l'air, tu veux dire. Exactement. Et ça, c'est des choses, dans les studios d'archi, on n'a pas forcément... Vous n'êtes pas formés à ça. On n'est pas formés à ça. Il faut aller chercher l'information. Ouais. C'est-à-dire que c'est... je dis pas que je suis plus curieuse que les autres, hein. C'est, je pense, un peu un concours de circonstances et de centre d'intérêt, ce qui fait que moi, ça m'intéresse. Et je me dis, mais tiens, c'est dingue ce truc. Et quand on voit que mesurer la qualité de l'air dans une chambre, quand on a, alors pas dans tous les établissements, hein, mais des moquettes qui utilisent des cols qui ont des émanations toxiques, du polyamide qui reste un dérivé de plastique, que vous avez des simili-cuirs qui sont du plastique. Il y a tout ça. Il y a les peintures qui sont toxiques, le formaldéhyde dans certains bois. On se dit, en fait, le jour où ils vont mesurer la toxicité de l'air à l'intérieur d'une chambre d'hôtel et que ça, ce sera le garant de l'obtention d'un label ou ce genre de choses, ce sera un vrai problème. Donc nous, c'est une question qu'on se pose en se disant, ok, on peut pas... Et puis, pardon, je te coupe, mais tu vois, en attendant que ce truc-là arrive, si un jour il y a ces sujets de qualité d'air, nous, on est aussi, en tant que consommateurs, tu vois, on n'a pas conscience de tout ça. Non. Et en plus, ce que tu nous dis, c'est que ces normes-là, elles sont surtout obligatoires pour le lobby, pour les parties vraiment... pour tout le monde, mais que un peu par usage. Exactement. Parfois, elles ont été, elles se sont étendues à tout, parce qu'en fait c'est plus pratique. Donc et souvent c'est moins cher aussi. Donc et puis surtout c'est la garantie de se dire on est tranquille, c'est pratique, on peut pas revenir en arrière. Ceinture bretelle parachute quoi. Voilà. Et donc à partir du moment où on tire un fil comme ça, on se dit ok. Par quoi on commence? Donc l'idée, c'est pas de faire un hôtel avec une note de 10 sur 10, c'est essayer de voir, nous c'est la démarche qu'on essaie de faire, alors qu'on essaie d'appliquer dans nos projets et qui est difficile à mettre en place pour des raisons de process en fait. Il faudrait que la durabilité soit une variable d'ajustement. Souvent, le processus de conception d'un hôtel, il est assez linéaire. Et finalement, chaque intervenant
dans la conception d'un hôtel, on s'assoit rarement tous autour de la table pour discuter de ce qu'on veut faire. Il y a un ordre, quoi. La maîtrise d'ouvrage va d'abord consulter les ingénieurs, les architectes, ensuite l'archi d'intérieur, ensuite va y avoir l'appel d'offres, etc. Mais tous ces gens ne s'assoient jamais autour de la table pour dire, voilà, est-ce qu'on peut avoir une ligne de conduite par rapport à cette problématique ? Il n'y en a pas. De manière isolée, il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés par ça. Mais finalement, c'est tellement pris dans un système qu'on a très peu de latitude pour le faire. Et puis il n'y a pas la place. C'est pas conçu pour, quoi. Exactement. Et au final, l'idée, c'est pas de faire quelque chose de parfait. C'est déjà d'essayer de voir sur à quels endroits tu as un levier, quoi. Ouais, et déjà ce qui est possible, je parle même pas de développer des choses en recherche et développement, ce qui ça est très intéressant, mais qui est dans un deuxième temps. Déjà, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on ne peut pas prescrire des choses qui sont déjà prêtes, qui sont valables pour de l'hôtellerie et qui pourtant sautent à la prescription. Pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de méconnaissance, parce que quand on fait un projet de cette envergure-là, c'est plusieurs millions, pour les plus petits déjà, donc pour les plus grands, c'est vraiment autre chose. Donc on on peut pas s'arrêter sur chaque point. Donc l'idée, c'est de dire qu'est-ce qui est déjà possible, quels sont les gros points de blocage et comment on peut essayer justement d'avoir une stratégie qui permet de faire progresser certaines données de manière à ce que ça devienne finalement même plus un sujet, quoi. Que ce soit une habitude et que ce soit normal et qu'on ait ces alternatives-là en conscience et en connaissance, parce que ça, c'est quand même très important. Et donc, ce dont tu parlais tout à l'heure avec la chambre qu'on avait fait avec Hypothèle, là, en fait, pour expliquer, c'est un salon c'est un salon professionnel. Ouais. Donc, Laurent, mon associé, lui, avait déjà travaillé sur ce type d'événement, voilà, quand il était dans un autre studio chez Jean-Philippe Nuel. Et puis, quand on nous a proposé d'avoir cet espace, donc c'est une carte blanche, on vous donne un grand espace qui est la zone événementielle et expérientielle, comme ça s'appelle en fait. Et pour remettre un peu le truc, c'est que Equipotel, donc c'est pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un salon qui est dédié aux professionnels de l'hôtellerie, quoi. Voilà. Donc c'est pas un salon grand public, mais c'est un salon pour les... Et donc nous on s'est dit c'est bien, mais est-ce que ce serait pas là l'occasion, puisqu'on se plaint toujours de pas pouvoir faire ce qu'on veut sur les projets, etc. Est-ce que ce serait pas l'occasion d'offrir cette visibilité-là à ce qu'on arrive avec le plus de difficultés à développer au quotidien dans nos réalisations ? Donc, on est tout de suite tombé d'accord. Très bien. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, très bien, on a cette carte blanche, on veut faire... alors, on a fait plus une scénographie qu'une chambre standard, parce que c'est plus facile d'avoir un discours aussi sur ça, et puis c'est plus... en tout cas, c'était un exercice qui était plus agréable à faire pour nous. L'idée, c'était de réaliser une chambre qui soit la plus esthétique possible, dans le style qu'on aime, mais qui soit au maximum de ce que, honnêtement, on pense pouvoir faire à l'heure actuelle sur un projet. Ouais, c'est ça. Donc, on réalise une chambre. Donc, nous, on l'avait modélisée, c'est-à-dire on avait réalisé des perspectives 3D, on avait fait des plans, etc. Puis après, on l'a éclaté pour montrer en fait chaque archétype de ce qu'est une chambre d'hôtel. On a pris la chambre parce que on aurait pu prendre une autre zone d'un hôtel, mais la chambre, malgré tout, c'est là où on passe le plus. C'est la base, et puis c'est vraiment le lieu de l'intimité. Donc c'est le rapport qu'on a avec l'hôtel. Donc c'est sympa d'entrer, etc. Mais dès que vous fermez la porte, on a toujours le petit le frisson. Ouais, moi je trouve. On se dit toujours, mais comment est ma chambre ? Ouais. Voilà. Et tu rentres, tu regardes, tu vas jusqu'au bout de la pièce. Après, on s'est amusé à regarder quel était le chemin des gens. Donc, tu vas jusqu'au bout de la pièce, tu regardes ton lit, puis après, tu rentres dans la salle de bain. Et puis voilà. Donc, il y a un petit côté. Je trouve que c'est un lieu d'expérience aussi des matériaux, des fibres, des textiles. Enfin, tu vois, il y a un truc, un rapport émotionnel aussi aux objets et à la pièce. Et donc, c'était pour nous l'espace qui était le plus représentatif de tout ce qui peut parler en fait alors bien sûr aux professionnels de l'hôtellerie et puis plus largement dans notre démarche. Donc on a travaillé avec des partenaires au quotidien qui font du mobilier, des gens qui font des matériaux, avec lesquels on conçoit tous les jours des hôtels, qui ont des produits qu'on adore et qu'on arrive
plus ou moins à mettre, qui ont des produits innovants ou une vision particulière de comment on pourrait faire les choses. Donc ça déjà c'était génial, que ce soit collégial. Et donc c'était pour montrer que c'était possible en fait, qu'on arrivait à faire quelque chose et que c'est pas que réutiliser des palettes quoi. Et que même si on fait du réemploi, on peut faire du réemploi qui correspond complètement au canon esthétique de n'importe quelle époque et des goûts de tout le monde en fait. Donc, parce que moi ce qui m'avait frappé c'est qu'en fait si on lisait pas le manifeste que vous aviez, le texte etc. qu'on rentrait, on savait pas du tout que c'était le propos. Enfin c'est ça aussi moi je trouve qui m'avait plu parce que je me suis dit voilà enfin c'est plus un sujet et enfin des gens qui arrivent à pouvoir montrer que on se fait tous un espèce de nœud en se disant si c'est écolo ça va être moche, mais en fait juste pas du tout. Enfin c'est juste qu'on n'a pas encore suffisamment testé et qu'il n'y a pas encore suffisamment de gens qui se sont penchés là-dessus, mais c'est une terra incognita aujourd'hui. Puis là on avait essayé de mélanger un peu tout ce qu'il y avait à faire. Il y avait du réemploi, il y avait une magnifique cheminée donc évidemment qu'on n'avait pas conçue pour l'événement du 18e qui était sublime, qui nous avait été gentiment prêtée. Donc ça c'est aussi des choses qu'on peut pouvoir mettre dans des projets. On avait toute la moquette, c'était de la moquette de réemploi et autrement il y avait une petite zone et l'autre elle était complètement en laine. Donc on avait chiffré aussi quelle était la différence, alors on va dire le prix au mètre linéaire et puis voir quelle économie d'échelle on peut faire. L'idée c'était de transposer la chambre sur un hôtel de standard, un 4 étoiles de 60 chambres, pour montrer qu'en fait si on s'y prend bien dans les achats, parce qu'on s'est aussi associé, et ça c'était hyper important, de travailler avec une cellule de procurement, des gens qui achètent les tissus, le mobilier, etc. et qui, eux, savent comment faire quand on suit vraiment les bons process et qui arrivent à coller au plus près de ce que nous on préconise. C'est-à-dire qu'eux, ils respectent un certain process qui fait que ça préserve au maximum les prescriptions qu'on fait. Parce qu'on fait pas... c'est hyper long, en fait. Quand on fait un hôtel, on choisit jusqu'à l'interrupteur. Enfin, voilà. Donc, tout est noté, tout est choisi, tout est prescrit. Dès que vous changez la couleur d'un tissu, il faut changer tous les autres parce qu'il faut que ça reste cohérent. Donc, c'est quand même un travail considérable. Donc, alors que là, du coup, ça préservait le fait que ce que vous aviez suggéré, ça reste. Et puis, tous les gens, tout ce qu'on a réalisé en mobilier, on a travaillé avec une manufacture qui n'utilise plus de vernis sur ses bois. Et donc, c'est Manufacture d'Argentat qui n'utilise pas de teck, qui utilise du bois modifié thermiquement. Ça, c'est génial. Initialement, c'est du bois... tu peux raconter l'avantage de ce truc-là ? Ouais, en fait, le bois modifié thermiquement, c'est un bois qui, à la base, eux, ils sont en Corrèze. Et donc, le bois de charme, il est généralement utilisé pour les charpentes. Enfin, voilà. Et donc, ils ont remis au point un savoir-faire qui n'était plus utilisé. C'est-à-dire que vous chauffez le bois d'une certaine manière pour lui faire acquérir les propriétés, par exemple, d'un teck de Birmanie. C'est-à-dire que c'est un bois qui peut aller dehors, qui supporte les intempéries, etc. Ça le fonce légèrement. Ouais, il passe dans une espèce d'étuve. Exactement. Alors, c'est un processus qui est bien maîtrisé, quoi. Oui. Et puis, c'est pas hyper énergivore, je crois. Exactement. Et du coup, ça permet au lieu d'aller chercher du bois d'importation, voilà, on sait exactement où c'est, le bois est chauffé et donc, ça, c'est hyper intéressant. Donc, pour nous, ça permet pour tout le mobilier extérieur d'avoir quelque chose qui est fabriqué en France. Qui dit fabriqué en France, c'est pas une question de chauvinisme, c'est une question du temps d'approvisionnement et l'impact COV que peut avoir le transport. Déjà, quand on réduit cette part-là, on donne une meilleure note, en tout cas une meilleure note énergétique au projet qu'on conçoit. Donc ça, c'est vraiment important. Donc ça, c'est une solution intéressante. Pas de vernis non plus, c'est-à-dire c'est des bois huilés. Et en plus, c'est esthétiquement génial. Ça sent bon, il y a une odeur aussi et finalement, les gens passaient à côté, puis on donnait, en fait, on a travaillé sur le réemploi, parce que c'est un vrai paramètre, d'utiliser les chutes. Et puis, pardon, je reviens au bois, mais tu vois, le bois, en fait, aujourd'hui, pour beaucoup, quand on le touche, tu sais, t'as l'impression qu'il est sous plastoc, qu'il est sous verre, en fait. Parce que quand tu touches les tables, tu sens même plus les nervures du bois. Là, il est vivant. Sens, alors que voilà, ce rapport aussi tactile qu'on peut avoir avec des matériaux qui sont naturels, mais
qui finissaient par être naturels juste dans l'apparence comme ça, mais plus dans le toucher. Et ça, c'est quand même trop dommage. Et encore, ça, c'est quand on arrive à avoir des vrais matériaux naturels, même s'ils sont planqués sous des tonnes de vernis. Et pourtant, on a des tonnes d'alternatives. On a plein d'esthétiques qu'on pourrait expérimenter. Et c'est là où on peut inventer, en fait. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'on se dit, mais pourquoi on manque autant d'imagination, quoi? Parce que en fait les gens ne prennent pas de risques, mais pas forcément les gens qui conçoivent, hein. C'est-à-dire qu'on propose ça et puis il faut pas se planter parce que voilà, donc non, finalement on va rester sur la petite truc sécurité, quoi. Mais toute la partie créative qui pourrait découler de justement l'utilisation de nouveaux matériaux, et c'est ce que tu t'as montré dans plein de tes podcasts avec les designers chercheurs, moi je trouve ça mais fascinant, et je comprends même pas que les industriels s'emparent pas de ça pour eux qui ont les moyens qui ont tous les moyens pour la recherche et le développement, pour faire des choses qui peuvent être fantastiques. Eh ben non. Ouais, de le déployer. Alors il y en a certains qui le font, mais peu. Et ça, c'est, je veux dire, elle est là, la créativité. Et c'est là où on peut faire des choses qui vont permettre d'inventer de nouvelles formes, qui vont inventer de nouveaux usages, qui vont être adaptés, quoi. Bah oui, mais justement, ce projet de la chambre, c'était bien. Et puis, moi, ce que j'aimais bien aussi, c'est de se dire que vous nous emmenez à avoir une vision qui est systémique. C'est-à-dire que oui, peut-être que développer de la robinetterie ou je sais pas quoi dans une salle de bain, dans un autre matériau, ça va être plus cher, mais peut-être qu'en fait, vous allez faire des économies ailleurs. Et notamment, vous aviez prescrit donc des fibres d'ortie, des fibres de chanvre. Donc ça se repasse pas. Est-ce que tu peux partager même la discussion que tu avais eue justement avec cet hôtelier-là? Ouais, ça c'était vraiment intéressant parce que et d'où l'intérêt d'avoir une démarche collégiale, c'est-à-dire on sait pas tout, loin de là. Moi, j'apprends tous les jours des trucs. Je me rends compte que j'ai dit des grosses bêtises parce que je connaissais qu'une partie. On te montre toujours la partie séduisante du projet. Donc, il faut toujours que tu ailles chercher derrière pour te dire... Ça rend un peu parano, parce que tu te dis toujours, est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'il m'a dit? Oui, puis tu te rends compte que non. Quand tu rentres vraiment dans les fiches techniques et que tu arrives à les décrypter... Ça, c'est... Parce que vous êtes sollicité par des gens qui vous disent c'est bas carbone, c'est machin, c'est neutre. Maintenant, c'est le nerf de la guerre. Ils sont tous à les entendre. Ils sont tous verts d'un coup. Voilà, donc bon, c'est vrai qu'il faut trier le bon grain de livret, mais c'est pas évident quand même. Et donc, au hasard de cette collaboration, moi j'avais dit je veux pas de coton pour des raisons qu'on connaît, l'utilisation de l'eau, etc. Je veux bien travailler avec du lin, même je suis ouverte à plein d'autres fibres parce qu'on connaît pas forcément. Ah ouais. Et donc je dis voilà, je voudrais un lin, et donc c'est Bergan qui fait ça. C'est pareil, c'est une entreprise qui est intéressante parce que c'est une structure, j'allais dire, à échelle humaine. Et donc, le technicien nous dit « Ah bah, j'ai ce produit-là, seulement il est pas repassé. Est-ce que ça peut être un obstacle pour une chambre haut de gamme? Parce que c'est de la super qualité, effectivement, c'est un truc, c'est top. » Et là, il me dit, en plus, c'est vraiment intéressant parce que, en fait, on n'a pas besoin de repasser ces draps. Ils sont ultra qualitatifs, donc c'est pas le petit lin froissé qu'on achète dans des enseignes bon marché. C'est vraiment une super qualité. Et en discutant, on se rend compte que, en fait, c'est un truc génial. Ça permet de faire une économie d'échelle conséquente, de réinternaliser toute la blanchisserie dans un hôtel. Alors pas dans des tout petits hôtels où il n'y a pas forcément l'infrastructure nécessaire pour avoir des machines à laver, mais vous savez comment ça se passe, enfin, pas forcément. En fait, vous avez pour tout ce qui est lingerie, c'est un camion qui vient avec un prestataire qui vient chercher le linge, qui l'emmène donc dans l'usine où il va être nettoyé, etc. Ouais. Et surtout repassé. Et en fait, les presses sont allumées toute la journée pour garder une température constante, etc. Mais elles ne servent pas tant que ça. Et quand on ne repasse pas du linge, on fait une économie de plus de 50% d'énergie sur le pôle blanchisserie. Et donc, je me dis, mais ça, c'est un truc, j'y aurais jamais pensé, parce que je suis pas blanchisseuse, quoi. Donc, je n'en sais rien. Je sais techniquement que ça consomme énormément en transport, que bien sûr, la blanchisserie, voilà, mais je connaissais pas les proportions. Et donc là, on se dit, mais ça, c'est une solution qu'on peut proposer à un hôtelier en lui disant, eh ben, en fait, si vous utilisez ce type de drap, qui en plus sont super qualitatifs. Et puis c'est tellement agréable de dormir dans du lin. Enfin, l'été, c'est frais, l'hiver, c'est chaud. Enfin, ce que vous allez les payer plus cher pour avoir un drap qui va être top niveau. En fait, vous allez le gagner parce que, vous allez faire... il suffit d'avoir le local blanchisserie. Et en fait, il y a cette facture d'énergie en moins. Et donc, pour avoir échangé avec des hôteliers, même eux ne savent pas.
Parce que quand vous êtes dans un système où ça se passe comme ça depuis 20, 30 ans, que bien sûr, il y a des boîtes qui ont des monopoles et qui font les trucs. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir des draps de toutes les couleurs, parce que c'est des trucs au niveau de l'opérationnel, c'est plus simple d'avoir des draps blancs ou avec un petit liseré, parce que dès qu'il y en a un qui est sale, ça dépareille pas tout, quoi. Donc tout ça, c'est une vraie logique. C'est pour ça que c'est vraiment tentaculaire, l'hôtellerie. Parce que il y a tellement de sujets à explorer que voilà. Et du coup, ça, c'est une source d'économie d'énergie. Et en plus de ça, ça crée un nouvel usage. C'est-à-dire que c'est quand même plus valorisant d'expliquer à un client, ok, vous allez avoir ce drap fabriqué je ne sais où, enfin en France en l'occurrence, ou en Belgique, parce qu'il y a, ou au Portugal. Voilà, au Portugal. Ouais. Et de manière vraiment durable. Et en plus de ça, c'est pas l'histoire de la serviette qui va sauver 3 arbres. Là, c'est vraiment concret, ça peut être chiffré et ça parle. Et je pense que ça donne aussi envie aux gens. Tu disais tout à l'heure, c'est un peu prescriptif l'hôtellerie. Moi, ça me donne envie d'avoir les mêmes chez moi. Bah oui. Bon, bref. Parce que quand tu fais cette expérience-là, et puis c'est un peu comme un investissement, tu vois, des draps en fait. Mais c'est vrai que voilà, quand on regarde des draps en lin, des draps en coton, c'est vachement plus cher des draps en lin ou en chanvre d'ailleurs. Parce que alors moi, j'ai aussi testé en chanvre et 100% chanvre. Moi, je me disais oulala, mais ça va être hyper rêche. Enfin, pour moi, le chanvre c'était un peu genre. Et en fait, pas du tout. C'est hyper. Il y a même des serviettes aussi de toilette en chambre. Enfin bon, tout. Mais après, ça ouvre un champ aussi qui est vachement intéressant, parce que si on arrête le coton, il y aura aussi à un moment un problème. Parce qu'il faut pouvoir répondre à une offre, une demande, qui ne baisse pas. Donc, quand on parle du lin, on peut pas tout passer en lin. Donc, il faut essayer de comprendre aussi comment est cultivé le lin. Donc, ça, c'est... Ouais, ou alors d'aller vers d'autres fibres comme l'ortie. Exactement. Et en fait, il y a plein de fibres qui peuvent être développées. Et ça, c'est intéressant. Donc, ça fait partie des points à soulever. Et je trouve que c'est marrant parce que c'est pas une innovation, quoi. C'est juste que c'était là sous notre nez, que c'était tellement sous notre nez que tout le monde, personne l'a vu et que voilà. Et finalement, ça répond de manière très très concrète à des vrais challenges qui sont ceux de l'hôtellerie, comme quand tu le dis bien, c'est des nombres de chambres et volumineux, le nombre de passages, le nombre de draps, et les ordres de grandeur, en tout cas auxquels est confronté ce secteur-là, n'a effectivement rien à voir avec le particulier. Et en même temps, il y a un pouvoir d'influence de ce secteur qui est complètement dément. Et donc là, cette aventure que vous faites donc avec la chambre, qu'est-ce que tu as voulu après en faire? Parce que déjà libérer la parole, partager ces informations. Et toi, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, mais en fait, j'ai envie qu'il y ait plein de gens. Enfin, t'as envie parce que ça, c'est un travail quand même colossal de pouvoir se dire, ok, alors le moindre truc, comment on fait pour... quelle est la solution la moins pire? C'était un peu ça le truc. Tout agglomérer le plus beau possible avec votre pâte, etc. Montrer les blocages. C'est important, les choses où on n'a pas de solution. Et là c'était quoi? C'est par exemple... C'est surtout la robinetterie, parce que c'est l'acier et qu'on monte à 1800 degrés, donc forcément, tu as un impact déjà. Mais bon, on n'a pas tellement d'alternatives en robinetterie pour l'instant. Et ça, c'est quand même problématique, mais on cherche. Mais bon, voilà. Après, il y a aussi les sanitaires, toutes les vasques, etc., parce que c'est pas optimum. On a peu de verre. Il faut que ce soit... En fait, c'est toujours la même chose. Il faut penser en termes de cycle. Alors ça, c'est difficile je crois que c'est une des choses les plus compliquées à intégrer dans les process de rénovation. C'est-à-dire que quand vous dessinez un objet, que vous le faites fabriquer, etc., il faudrait, ou qu'on le fait en réemploi, il faut pas se contenter de se dire, il va servir 5 ans, 10 ans dans un hôtel. Il faut déjà savoir ce qui va en advenir, ce qu'on peut en faire une fois qu'il sera, Est-ce qu'il peut être, comme dans beaucoup d'autres domaines où ça c'est déjà prévu, les filières de réemploi sont hyper actives dans le tertiaire, alors qu'en hôtellerie, c'est vraiment les prémices. Donc, et se dire, un matériau, combien de temps on va l'utiliser, comment on va pouvoir le recycler, est-ce qu'on peut le réemployer, donc tout ça c'est aussi un paramètre. On peut pas voir juste de manière isolée, et puis surtout on peut pas avoir en exercice comptable, quoi. Donc c'est beaucoup plus dense. Donc là on change complètement de paradigme, et ça c'est encore plus compliqué à faire entendre, sauf quand c'est chiffré. Alors je pense dans la diffusion de la connaissance, c'est très important d'expliquer, de dire on prend un peu de recul et voilà comment on envisage les choses, que ça puisse être une source de rentabilité, c'est toujours un argument, ça c'est sûr, on peut pas dire le contraire. Et puis ça permet aussi de se poser d'autres questions, parce que nous on aime bien parler de pérennité par exemple.
C'est-à-dire que ça parle sans être péjoratif, en se disant, alors on a tout à fait l'exemple de la pérennité d'établissements qui sont emblématiques, même complètement mythiques, hein, des lieux où on a envie de revenir et surtout on n'a pas envie que ce soit changé, et tant mieux. Parce que c'est ça qu'on aime. Voilà. Et pourquoi ça plaît et pourquoi les gens aiment revenir. Et quand on restaure, c'est sûr que si vous achetez du mobilier en carton sélectionné sur Internet, ça va pas tenir. Donc, bien sûr, il y a une économie immédiate en termes de budget, mais sur la longueur, non, ça va pas du tout. Donc, parler de pérennité, c'est intéressant aussi dans l'approche pour essayer justement de démocratiser cette vision en cycle. Et ça permet d'élargir complètement et même, je pense que la perception pour la clientèle, nous, une fois qu'on a fait un hôtel, on va toujours voir les commentaires après sur TripAdvisor, etc. On a envie de savoir comment il vit, quoi. Et moi, je pense que le changement, il viendra par le consommateur, par le client. Oui, et puis quand des prises de conscience vont arriver auprès des consommateurs, parce que je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer ce truc-là. Hein. Je pense au contraire. Moi, je pense que c'est vraiment le... Les gens sont très informés. Ouais. Après, ils sont un peu paniqués, mais ils sont informés. Et donc, quand tu auras les alternatives, ils vont switcher, mais hyper vite. Mais pour moi, c'est un vrai argument commercial, en plus. Je suis même étonnée que ce ne soit pas... Mais c'est comme la clim. Ah bah la clim, oui, alors ça c'est le sujet c'est bien de... Parce que pour ceux qui ne savent pas, 10% de la consommation énergétique au monde, c'est la climatisation. Ce qui est quand même un truc de dingue. Et dans les hôtels, alors ça c'est lié à plusieurs facteurs. C'est lié aux normes, aux standards des marques. Il faut qu'il fasse tant de degrés dans les chambres. Parce qu'il y a une partie de la clientèle qui veut qu'il fasse 19 degrés dans la chambre. Donc voilà, on s'aligne. Jusqu'il y a quelques années, alors ça c'était très intéressant aussi dans les échanges qu'on a eus avec un des participants, je peux le dire, c'est Schneider Electric, parce qu'ils mettent en place des solutions énergétiques hyper innovantes pour les hôtels. Et en plus, pour le coup, c'est vraiment une entreprise qui est extrêmement bien notée par rapport à son action sur ça. Et il y a encore quelques années, la clim, c'était tout l'hôtel ou rien, quoi. Donc, vous voyez, tous les hôtels où on va, on peut pas ouvrir la fenêtre, vous gelez, on vous met une couverture en plus, ou alors, bref, très bien. Maintenant, on peut très bien couper la clim dans sa chambre, sauf qu'on ne sait pas comment le faire. Et on peut ouvrir la fenêtre dans beaucoup. Donc, je pense que voilà. Et puis, il y a quand même beaucoup d'endroits où on n'a pas du tout besoin de la climatisation, où on a besoin de la clim, allez, 1 semaine par an. Je pense pas qu'au Touquet, on ait vraiment besoin de la clim. Et alors, bien sûr, il y a des clims réversibles qui font le chauffage, maintenant c'est plutôt même le standard, qui sont le chauffage l'hiver, etc. Mais malgré tout... mais ça, c'est une chaleur en plus qui est pas agréable, je trouve. Après, ça c'est aussi... c'est un autre sujet, peut-être. Non, mais en architecture intérieure, ça c'est un vrai problème. Ça fait des années qu'en architecture, ils travaillent sur la réversibilité et sur les flux, sur tout ça. En architecture intérieure, en tout cas dans l'hôtel, je parle, ça reste, encore une fois, comme l'énergie valait rien, c'était pas grave. C'était pas un poste où il fallait faire absolument une réduction d'impact. Donc ça, c'est un sujet. C'est-à-dire quand vous voyez qu'il y a certaines marques et des marques qu'on retrouve partout dans le monde, où là vous êtes obligé d'avoir la climatisation, sinon vous pouvez pas ouvrir votre hôtel parce qu'il faut correspondre aux standards. Mais ça, déjà, si on assouplissait ça, c'est complètement incohérent, en fait. Et puis, il faut travailler, il faut se poser des questions aussi sur l'architecture vernaculaire. Pourquoi est-ce qu'en Grèce, on n'a jamais eu besoin de la clim parce qu'on savait... Enfin, je parle de la Grèce comme je peux parler de l'Andalousie, où voilà, il y a un rythme de vie qui va avec. Enfin, à un moment... et puis une architecture, des courants d'air, enfin, voilà. Et puis aussi, alors moi, pour être allée là, il n'y a pas longtemps dans l'Andalousie, tu sais, c'est pales, ces espèces de ventilateurs plafonniers là, c'est les ventilateurs en fait. C'est comme ça que ça s'appelait avant, mais maintenant on voit toujours le truc électrique. Et tu vois, voilà, donc je savais pas. Et ça c'est complètement. Moi je trouve que la sensation, elle est vachement plus agréable qu'un espèce de truc froid qui t'envoie un air où t'es congelé, où du coup tu passes t'as des chocs thermiques si tu vas avec la clim, alors que là t'as une fraîcheur. Et tu vois, ça soulève d'autres problèmes. C'est-à-dire que typiquement, dans une exploitation hôtelière, tu vas avoir une partie de la clientèle qui va te dire « je ne supporte pas le bruit ».
Non, mais attends, il y en a vachement. Non, mais oui. Mais non, mais... Il y en a qui font pas de Alors bruit, peut-être qu'en Andalousie, ils vont pas... ça fait toujours tu sens le souffle du truc. Mais... Oui, mais tu vois, c'est ça qui est un peu pénible, c'est qu'il y a aussi une clientèle qui ne crie pas, justement, parce que, tu sais, c'est souvent comme partout. Hein, il faut dire quand on est content. Non, mais les gens qui laissent des avis, c'est toujours les cons, c'est toujours les gens qui sont chiants. Ça, c'est vrai. Et quand t'es content, en fait, voilà, et puis tu le fais pas parce que, tu vois, après, tu passes à autre chose et tout ça. Donc, je me dis, il y a une espèce de majorité silencieuse, mais qui est écrasante, et tout le monde s'en fout, et tout le monde sous-estime sa capacité d'adaptation à accueillir le changement, à avoir envie qu'on leur propose autre chose. Voilà, tout simplement parce qu'ils sont pas experts, machin, mais bon, voilà, on t'explique le pourquoi du comment, t'es content. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment une grande majorité. Et je me dis, c'est tellement dommage de s'aligner sur. Enfin, tu vois, qu'il y a un nivellement par le bas. Après, il y a ce sujet, alors c'est paradoxal par rapport à ce que tu dis, c'est que en hôtellerie, la prescription, c'est l'expérience client. Mais moi, tu sais que je suis capable d'aller dans un endroit et de payer plus cher parce que je sais qu'il n'y a pas la clim. Ouais, ça, c'est les autres. Mais je suis d'accord. Vraiment. Mais oui. Parce que pour moi, c'est... voilà, je me dis que ça a valorisé aussi ces expériences d'art de vivre, de faire autrement. Et ces personnes qui ont peut-être investi sur de l'isolation, investi sur autre chose. Alors après, il y a un vrai sujet quand même sur les ventilateurs, j'y reviens. Il faut absolument que les designers nous trouvent des trucs beaucoup plus jolis. Parce que je suis sûre que c'est un champ d'imagination démentiel. Hein. Même pour faire le tri. Tu vas dans ta chambre d'hôtel, t'as pas une jolie poubelle pour le papier, le plastique, les déchets verts pour pouvoir mettre dans le coin. Ça n'existe pas. T'as pas de place, en fait. Je pense que c'est aussi dû à la taille des chambres. Ouais, mais trouver des petits contenants. Je suis sûre qu'il y a des solutions. Enfin, j'ose même pas imaginer que ce soit pas possible. En tout cas, c'est un sujet sur lequel... il y a 1001 sujets sur lesquels on peut réfléchir, quoi. Mais c'est ça, c'est qu'il y a plein de sujets créatifs en dormance. Il y a plein de personnes aujourd'hui qui commencent ces études de design, d'architecte d'intérieur, etc. Et qui en même temps se disent, oh là là, mais du coup, qui prennent conscience de tous ces enjeux. Et alors justement, il y a plein de sujets qui sont là en germe. Donc je trouve que c'est pas quand... Souvent, il y a aussi ce truc-là, on arrête. Non, en fait, on réoriente aussi, je trouve. On ajuste. Ouais. Et du coup, parce que là, on n'a pas abordé un autre projet qui découle en fait aussi de ce partage de la chambre. Enfin, voilà. Vous avez montré cette chambre. Qu'est-ce qu'ensuite vous avez eu envie de faire ? En fait, on s'est dit, bon, super, on l'a fait, c'était bien. On était contents. On a eu des échos. Ce qui était encourageant, c'est que les gens étaient sensibles à la démarche, un peu surpris, et en même temps, vraiment étonnés par ce sur quoi on avait misé, c'est-à-dire qu'esthétiquement, ça se voit pas tout de suite. Ouais. Ça les a intéressés. Donc, on a travaillé avec... en fait, on a voulu développer la chambre. Alors là, pour le coup, comme une chambre très standard, sur une trame normale, 24 mètres carrés, voilà. On a rentré tous les éléments à l'intérieur pour faire une chambre qu'on a pu chiffrer. Et puis, on a continué à travailler avec ce collectif. Donc là, c'était notre initiative, mais j'allais dire, l'idée, c'est que ce soit vraiment quelque chose de collégial. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec un architecte qui travaille, lui, en bioclimatique. Donc, quelqu'un qui est spécialisé en gestion énergétique, des bureaux d'achat à procurement pour justement essayer de voir à quel moment on peut optimiser, des partenaires, donc manufactures avec lesquels on a travaillé et qui sont à même de nous proposer des choses qui soient tout de suite possibles. Et on a fait un partenariat avec l'ESSEC, qui a un master en management hôtelier, option sustainability. Donc c'est vraiment intéressant parce que c'est une option, donc c'est une démarche spontanée. Et l'idée, c'était de travailler avec eux pour voir de quelle manière ils pouvaient s'emparer du sujet, voir comment eux, ils allaient appréhender la démarche, comment ils allaient se projeter dedans, puisque c'est a priori les décideurs de demain. Et finalement, ça a été très très concluant de voir le résultat. On a réussi à avoir quelque chose qui était formalisé, qui ressemblait pas à la scénographie, mais on a retrouvé vraiment tous les points de blocage. On s'est mis une note sur 10, on va dire. Je dirais que dans une construction normale d'un hôtel, on a 3 sur 10 à peu près, si on est vraiment sincère, hein, si on parle en termes de durabilité. Là, on est arrivé à peu près à 6. Donc, on s'est posé la question justement des outils qu'on pourrait développer pour mesurer ça. Qu'est-ce qui fait que finalement on n'y arrive pas, les points de blocage? Alors, aussi bien les solutions techniques qui font défaut ou les problématiques
de processus de conception, c'est-à-dire le frein économique et surtout le frein de la méconnaissance. Ouais, de l'ignorance. Exactement. Et pas parce que les gens sont idiots ou que ça les intéresse pas, mais ça prend un temps de dingue. Et trouver une information juste, c'est vraiment le plus difficile. Mais c'est pour ça qu'en fait, je trouve que c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas de... Comme c'est un truc sur lequel on est tous appelés à se former et à s'informer, on est appelé quelque part à être vigilant avec les informations qu'on reçoit, parce que si on écoute d'une oreille un peu comme ça en prenant tout, on se dit « Ah bah oui, d'accord, merveilleux », sans esprit critique, on est vite déçu parce que finalement... c'est très facile de pouvoir avoir des beaux discours, des beaux mots, mais c'est vachement plus compliqué de pouvoir vérifier cette authenticité, etc. Et donc, il y a comme une espèce d'enquête qui est nécessaire et de temps. Ah bah oui, parce que c'est... voilà. Donc, c'est important de se former au fur et à mesure, d'avoir cette curiosité-là. Donc, voilà. Et donc, nous, avec ce collectif, on était... 7-8 personnes. On a été invités au rencard du beau, qui était donc il se trouve que c'est moi qui ai parlé, mais j'ai pas parlé au nom de notre agence, mais vraiment au nom du collectif, en disant que nous on avait constitué un groupe de travail. C'était comme ça initialement, qui essayait de déterminer quels pouvaient être les leviers pour une hôtellerie vertueuse. Et en fait, ça a tellement été intéressant d'échanger entre nous, de voir que rien qu'à l'issue de 1 ou 2 discussions d'une matinée, d'une après-midi, on avait déjà des choses mais tellement évidentes qui apparaissaient, et surtout des compléments de connaissances, et surtout une vision qui allait être, on change l'angle de la caméra, quoi. À un moment, en fait, vous êtes toujours dans le même truc, c'est comme le hamster dans sa roue, quoi. On réfléchit sur des problématiques, on a toujours les mêmes points de blocage, on râle après les mêmes choses, sans avoir exactement finalement le point de vue de celui qui est en face. Donc là, tac, 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 d'une manière hyper fluide, se sont matérialisées des solutions. Ouais. Et donc, on a présenté ça au Rencard du Beau, devant un parterre c'est très intéressant. C'était à l'initiative de Plendy, qui est assez moteur dans l'hôtellerie haut de gamme. Et donc, moi, je trouvais que c'était une initiative qui était géniale. On était invités donc chez RDAI, qui est une grande agence d'architecture et qui a une matériothèque démente. Et donc, il y avait une 50aine de personnes qui étaient donc tous, j'imagine, animés par la même... Oui, les mêmes questionnements, en fait. Voilà. L'idée, et donc, vous l'aurez peut-être compris, mais donc les Rencards du Beau, c'est un moment on m'a confié un peu l'éditorial de cet événement, et donc l'idée c'est de pouvoir, comme en gros on a un moment où on a plus de questions que de réponses, de pouvoir se poser les bonnes questions pour peut-être envisager de se mettre sur des trajectoires de réponses lumineuses. Mais c'est pas avoir la prétention de dire on fait tout bien, machin. Mais en revanche, avouer aussi quelque part qu'on est non sachant sur ces sujets et qu'on a besoin de se former, voilà, avec quelque chose qui est sain, en fait. Dans le sens, c'est pas des connaissances finies qu'on va proposer là, mais c'est plus des mises en appétit, des mises en bouche pour susciter la curiosité et, comme tu dis, donner envie, en fait, d'embrasser cette complexité de la connaissance un peu, et de toutes ces questions qui sont devant nous et qui nous paraissent parfois une montagne, et en même temps c'est passionnant, parce que j'ai l'impression que, en tout cas moi, c'est ce que je vois, ce que je sens par rapport aux questions que toi tu te poses. T'es passionné, même si c'est tu sais pas où est-ce que ça va t'emmener, et c'est non, tu sais pas, c'est vraiment empirique. Le seul truc que tu comprends, c'est que en fait, c'est une somme d'individus qui, isolés dans des structures, parce que quand on est dans une super grosse entreprise, même si on a des responsabilités, on est dépendant de 1000 process à respecter, etc. Donc, finalement, souvent, les gens te disent « Oui, je constate la même chose que toi. » C'était un peu le résumé. Hein. Je constate la même chose de quoi, et comment on fait maintenant ? Et finalement, donc... Pour moi, les leviers, enfin pour nous, collégialement, on est venu. Donc la question de la connaissance, ça fait déjà 3 fois que je le dis, mais vraiment c'est important. Et pas une masse d'informations. C'est je pense dans que son domaine aussi. Ouais. Et puis c'est fonctionner en tribune. C'est-à-dire que c'est important de parler de ce qui fonctionne, mais aussi des échecs, et de dire voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné. C'est quoi la problématique? Comment je peux la résoudre? À qui je m'adresse? Qui veut bien? Qui a une clé pour que j'avance là-dessus? Et ça fait avancer. Donc ça, c'est le premier truc. Ouais.
Et tout ça aussi dans un esprit open source, c'est ça? Oui, alors essentiel, parce que c'est toujours la même chose. Pour que la démarche soit vertueuse au sens qu'elle porte ses fruits et qu'elle ait une vraie action pour transformer, voilà. Il faut que la démarche soit open source, c'est-à-dire qu'il faut accepter de diffuser une information et qu'elle puisse être reprise par des confrères, avec le risque que ça implique, hein, que ce soit récupéré, etc., mais aussi avec la possibilité que ça puisse justement faire germer d'autres choses. Donc ça, c'est la condition sine qua non. Je pense que ça aussi, ça préserve de toute forme d'opportunisme, parce que l'idée, c'est de pas faire de ces discussions un outil promotionnel. Ouais, ou un entre-soi. Exactement. Ou un truc. Et c'est pas un outil de networking, c'est pas ça, en fait, parce que sinon, ce serait fait d'une autre manière. Et voilà. Donc l'idée, c'est échanger. Dans quel cadre? Finalement, on s'est constitué en association, et puis l'idée, c'est la forme la plus adaptée, c'est de créer un think tank, parce que l'idée, c'est ça, c'est de faire des tribunes, que tous les gens qui participent au collectif soient complètement représentatifs de ce panel hyper large des gens qui ont une action sur le domaine hôtelier. Ça, c'est hyper important. Donc l'idée, c'était de se constituer en association, avec un panel le plus représentatif possible, que ce soit les investisseurs, les porteurs de projets, les opérationnels ou les gens qui contribuent à la rénovation, architectes d'intérieur, maîtrise d'ouvrage, voilà. Et d'initier des discussions, des sujets sur lesquels on puisse échanger, des questionnements, valoriser certaines initiatives ou même des matériaux qu'on souhaiterait mettre en avant. En fait, c'est un endroit pour faire part de quelque chose, quoi. Voilà. Que ce soit une solution qui a marché, ou alors j'ai ce problème-là où je cherche une alternative à ça. Voilà. Est-ce que vous avez des idées, quoi? L'idée, c'est aussi d'avoir des réalisations concrètes. J'irais au moins 1 ou 2 fois par an. Alors, soit à la faveur de projets pilotes, toujours collégiaux, de manière à montrer... Parce qu'en fait, quand il n'y a pas d'enjeu de projet, c'est beaucoup plus facile. Parce que, il n'y a pas d'ego. Donc, mais c'est quand même un vrai paramètre. Et c'est aussi ce qui fait que c'est pas. Alors après, on peut très bien valoriser le travail de gens qui font partie du collectif, c'est pas le problème. Mais en tant que pour ce collectif, on y vient, on y adhère à titre individuel et pas au nom de la structure. Ouais. Et ça va dans le sens aussi de l'open source. On peut très bien trouver des partenaires ou des parrains sur des événements, ce genre de choses. Mais en tout cas, je pense que on est tous tombés d'accord là-dessus. Le plus important, c'est que ce soit le plus indépendant possible, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis que cette information, elle circule aussi. Que l'information circule, qu'elle ait une visibilité. Alors, on a déjà des partenaires dans la presse qui nous donneront des tribunes régulières. Et puis là, c'est génial. On a le meilleur média. Avant même que tout soit posé. Et puis, alors tout ça, quelle que soit l'activité, il y a toujours un moyen de se fédérer, parce que c'est vraiment ça. En tout cas, se questionner au quotidien sur ce qu'on fait permet, je pense, de faire avancer légèrement les choses et de créer un vrai mouvement. Ouais. Voilà. Mais en fait, c'est ça aussi que j'ai vraiment aimé dans ce que tu as initié, là, ce collectif qui devient donc une association. Et donc, on mettra tes coordonnées peut-être dans les notes de cet épisode pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus, se contacter, peut-être rejoindre du coup pour savoir un peu comment eux aussi pourraient y participer d'une manière ou d'une autre. Mais donc, dans ce podcast, on a parlé de plein de sujets. Là, on parle de ce sujet de l'hôtellerie, mais j'imagine qu'il y a des sujets dans le design, dans l'architecture, l'urbanisme, le paysage, la bouffe, enfin tout en fait. Les textiles. Je pense que c'est à peu près toujours le même processus, à une échelle plus ou moins différente. C'est quelle est la latitude pour changer, enfin, pour insuffler, pour influer, comme tu disais, plus que, en tout cas, si on peut pas agir de manière très concrète, parce que parfois on n'a pas le moyen, tout simplement, voir dans quelle mesure on peut améliorer ce quotidien, et puis amorcer un changement, alors que ce soit de manière très radicale, comme ça peut être fait parfois. Moi, je pense qu'il y a
y a certains acteurs qui ont une telle notoriété que en fait le changement pourrait aussi venir à un moment où on risque plus grand chose en fait à s'afficher vraiment. Donc c'est très bien, il y en a qui le font. Comme on en a parlé aussi, moi je suis hyper admirative de ce que fait François Champsor. Parce que, admirative au sens, vraiment bravo quoi. Parce que c'était quelqu'un qui était à l'époque où il a décidé de bifurquer, qui était hyper respecté, très reconnu, etc. Je pense qu'il faut avoir du cran et une vraie conviction. Et ça, c'est pareil, c'est vraiment chouette. Et pour faire en plus des choses qui sont qui restent encore très visibles et ultra impactantes. Donc, parce qu'en fait, c'est tu sais ce que tu lâches, mais tu sais pas où tu vas, tu vois, parce que tu sais à construire. Donc, c'est ce que t'en fais après de cette expérience qui devient d'ailleurs un peu très personnelle, un peu thérapeutique même, parce que tu te construis en même temps que tous ces sujets. Et là, si on parle de ça dans ce podcast, si toi, t'es autant engagé et que tu remues Internet jour et nuit pour comprendre tous ces sujets, etc., c'est parce que quelque part, ça résonne aussi en toi, dans une espèce de quête personnelle, de comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait, comment on peut aller mieux. Ça donne du sens. Ça donne du sens. Et ça, je pense que voilà, on peut pas nous l'enlever. Donc c'est viscéral finalement. Et donc là, ce que j'aimais bien, c'est de te faire témoigner là-dessus et de dire que finalement, c'est pas plus compliqué que de le faire. C'est-à-dire que juste, si vous avez des batailles à mener à votre échelle, menez-les en fait. N'attendez pas. Appelez deux copains, des gens avec qui vous avez discuté à l'occasion, mais je sais pas, d'un vernissage ou d'un truc il y a 3 ans ou que vous avez juste vu sur Instagram. Envoyez des messages et dites ça a l'air vachement bien. Enfin, en fait, il faut se mettre dans ce mouvement aussi parce que l'action, ça rend plus joyeux. Enfin, il y a un espèce de truc de joie qui arrive, je crois. Et puis c'est important pour un dernier truc, c'est pour la transmission aussi. C'est-à-dire que quand on dit créer des ponts entre des gens qui conçoivent des produits ou des matériaux avec des gens qui peuvent les transformer, en tout cas les mettre en œuvre. Voilà. Il y a aussi cette notion de transversalité des générations. C'est vachement intéressant. Et puis plus ça va, plus l'information se complexifie aussi. Et ça fine. Et puis donc, plus on apprend des trucs, plus on se dit mais en fait on sait rien. Ah bah ouais. Faut pas avoir peur de ça surtout, parce que ça fait hyper flipper en fait. De se dire oui c'est bien, je fais un truc et puis finalement il y a tellement de trucs qui en découlent que là ça peut presque être décourageant. Mais oui, en tout cas c'est extrêmement stimulant. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais donc c'était aussi ce témoignage enfin comment dire, de quelque chose qui t'apporte, toi, qui t'augmente. Enfin, c'est pas un truc. Ça prend du temps, mais le résultat à la fin c'est plus quoi. J'ai l'impression. Alors, tu sais, Cécile, ce podcast s'appelle Où est le beau ? Et j'ai une petite tradition, c'est que je demande à chacun de mes invités de me partager sa définition du beau. En règle générale, je peux pas le définir. C'est pas un objet en particulier. C'est ce qui, moi, me coupe la voix et me troue le ventre, quoi. On va dire ça comme ça, au niveau des sensations physiques. Donc, c'est ça. Donc, c'est indéfinissable, j'en sais rien. Et je pense qu'il est différent pour tout le monde. Donc, voilà. Ouais. Bon, merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup, Hélène.